Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une invention qui a vraiment révolutionné notre monde. Le transistor. Ah oui, 1947, les laboratoires Bell. Un petit composant, mais un impact immense. C'est ça. Il est partout. Et pourtant, comment un si petit truc peut à la fois amplifier un son, par exemple, ou agir comme un interrupteur hyper rapide? C'est toute la magie. C'est un composant actif, pas comme une résistance qui ne fait que dissiper l'énergie. Lui, il la manipule. Actif, d'accord. Et notre mission aujourd'hui, en se basant sur le cours qu'on a étudié, c'est de comprendre les deux grandes familles, c'est ça? Les BGT et les FET. Exactement. Transistor bipolaire et transistor à effet de champ. On va essayer de démêler un peu leur fonctionnement, leurs différences, comment on les utilise. Ok, mais avant de comparer, peut-être un petit rappel sur la base. Les semi-conducteurs, la fameuse jonction PN. Oui, bonne idée. Faut poser les fondations. Alors, imaginez du silicium, un matériau semi-conducteur. On peut le doper, c'est-à-dire lui ajouter des impuretés. Pour créer soit un type N avec plus d'électrons, C'est ça. Soit un type P où il manque des électrons, ce qu'on appelle des trous. et quand on met en contact une zone N et une zone P, La jonction PN. voilà. Et à cette jonction, il se passe un truc. Les électrons d'un côté et les trous de l'autre se recombinent un peu. Ça crée une zone de déplétion, une sorte de barrière. Et c'est cette barrière qu'on contrôle. Tout à fait. Avec une tension externe. Si on polarise en direct, on réduit la barrière, le courant passe. En inverse, on l'augmente, le courant est bloqué. C'est ce principe de contrôle qui est fondamental pour le transistor. D'accord, c'est plus clair. Alors, attaquons les BGT, les bipolaires. Trois pattes, base, collecteur, émetteur. On dit souvent qu'ils sont contrôlés par le courant, c'est l'idée maîtresse, oui. À tout petit courant qu'on injecte dans la base, IB va contrôler un courant beaucoup plus grand qui circule entre le collecteur et l'émetteur, IC. Comme un petit robinet qui contrôle un gros débit d'eau. C'est une bonne image. Le petit effort sur la base commande le flux principal. Et en régime actif, celui où il amplifie, on a cette relation IC égale bêta fois IB, le fameux gain en courant. Et les autres régimes? Il n'y a pas que l'amplification. Non, bien sûr. Il y a le régime de blocage, où il se comporte comme un interrupteur ouvert, quasiment pas de courant qui passe. Et le régime de saturation, où il est comme un interrupteur fermé, il conduit au maximum. Interrupteur ouvert, interrupteur fermé ou amplificateur. Très polyvalent. Exactement. Et pour qu'il amplifie correctement, sans déformer le signal, il faut bien le préparer, non? C'est l'histoire de la polarisation, le point Q. Absolument. C'est crucial. Il faut établir des tensions et courants continus stables pour placer le transistor en un point de fonctionnement, le point Q, idéalement au milieu de sa zone active. Pourquoi au milieu? Pour lui laisser de la marge pour amplifier les variations du signal, dans les deux sens, sans saturer ni se bloquer. Sinon, le signal est écrété, déformé. Et comment on fait ça de manière stable? Parce que ce bêta, il peut varier, non? Oui, il varie pas mal avec la température, et même d'un transistor à l'autre. C'est pourquoi la méthode de polarisation par diviseur de tension est très populaire. Elle rend le point Q beaucoup plus stable face à ces variations. D'accord. Et en termes de montage, on parle souvent d'émetteurs communs? C'est la configuration la plus utilisée pour l'amplification en tension et en courant. Il y a aussi le collecteur commun, super pour adapter les impédances. Et la base commune, plutôt pour les hautes fréquences. Ok, ça fait pas mal d'infos sur les BJT. Passons au fait, alors. Les transistors à effet de champ. Grille, draine, source. Eux, c'est la tension qui commande. Précisément, changement de paradigme. Ici, c'est la tension appliquée sur la grille qui contrôle le courant entre le drain et la source. Plus de contrôle par courant de base. Et leur gros avantage, c'est quoi? Leur impédance d'entrée, surtout pour les MOSFET, qui est un type de FET très courant. La grille est électriquement isolée du reste. Du coup, l'impédance d'entrée est gigantesque, quasi infinie. Et ça sert à quoi concrètement? Ça veut dire que le circuit avant le transistor ne voit presque pas le transistor. Il ne charge pas la source du signal. C'est idéal quand on travaille avec des sources qui ne peuvent pas fournir beaucoup de courant, comme certains capteurs, ou pour ne pas perturber un signal très faible. Ah oui, je vois. C'est comme écouter sans faire de bruit. C'est un peu ça. Pour les BJT, le courant de base, même petit, représente une charge, pas pour le MOSFET. Intéressant. Et leur régime de fonctionnement? C'est pareil que les BJT? Blocage, actif, saturation? Alors, attention, la terminologie est un peu piégeuse ici. Il y a bien un état bloqué, pas de courant. Ensuite, il y a une zone dite ohmique, ou triode, où le FET se comporte un peu comme une résistance dont la valeur est contrôlée par la tension de grille.
D'accord, une résistance variable. Voilà. Et enfin, il y a la zone dite de saturation. Et c'est là la différence clé de vocabulaire. Pour un FET, c'est dans cette zone de saturation qu'il fonctionne en amplificateur. Le courant de drain devient quasi indépendant de la tension drain-source, mais il dépend de la tension grille-source. Ah d'accord. Faut pas se mélanger les pinceaux. Saturation FET égale amplification, alors que saturation BGT égale interrupteur fermé. Exactement. C'est une source fréquente de confusion au début. Et pour les polariser, les FET? Plus simple, vu qu'il n'y a pas ce bêta variable. Pas forcément plus simple. Le paramètre critique pour les MOSFET, c'est la tension de seuil, VT. C'est la tension grille-source minimale pour que le transistor commence à conduire. Et cette VT peut varier assez significativement, même entre des transistors de la même série. Ah, donc un autre type de variabilité à gérer. Oui. Ça demande des techniques de polarisation spécifiques pour assurer la stabilité du point de fonctionnement, parfois même des circuits de contre-réaction. Comme pour les BGT, on a aussi des configurations de base, source commune pour le gain en tension, drain commun ou source suiveuse pour l'adaptation d'impédance. Bon, si on essaie de résumer un peu les différences clés avant d'aller plus loin, BGT, contrôle par courant, impédance d'entrée plus faible, gain bêta variable. FET, contrôle par tension, impédance d'entrée très haute, surtout MOSFET, tension de seuil VT variable. C'est une bonne synthèse. BJT, on pense courant. FET, on pense tension à l'entrée. Et dans la pratique, on utilise l'un ou l'autre ou on les mélange? On fait les deux. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire. Historiquement, les BJT étaient peut-être plus utilisés pour la puissance ou la vitesse, mais les technologies FET ont énormément progressé. Et les MOSFET pour l'impédance d'entrée, l'audio peut-être? Oui, ou dans les étages d'entrée d'amplificateurs pour les signaux faibles. Dans les circuits intégrés, sur les puces, on trouve des milliards de transistors, souvent des MOSFET d'ailleurs. Et là, on utilise des techniques spécifiques comme les miroirs de courant, les paires différentielles. Paire différentielle. Ce sont deux transistors appariés qui amplifient la différence entre deux signaux d'entrée. C'est très efficace pour rejeter le bruit qui serait commun aux deux entrées. L'avantage des circuits intégrés, c'est que les transistors gravés sur la même puce sont naturellement très similaires, très bien appariés. Ok, Mais même ces petites merveilles ont leurs limites, j'imagine. bien sûr, rien n'est parfait. Un point important, c'est la réponse en fréquence. À l'intérieur du transistor, il y a des capacités parasites, inévitables. Et ça limite la vitesse? Oui, ça limite la fréquence maximale à laquelle le transistor peut fonctionner efficacement, notamment en amplification. Il y a un compromis célèbre, le produit gain-bande passante. Si on veut beaucoup de gains, on aura une bande passante plus limitée, et vice-versa. D'accord. Et l'autre limite, c'est la chaleur, non? Ah oui, la dissipation thermique. Un transistor qui travaille, surtout s'il manipule de la puissance, ça chauffe. Et si ça chauffe trop, ses caractéristiques changent, et ça peut même conduire à un emballement thermique qui le détruit. Il faut prévoir des radiateurs, des dissipateurs thermiques. Oui, pour les transistors de puissance, la gestion thermique est absolument essentielle. Donc pour conclure cette partie, BGT, FET, deux familles aux modes de contrôle différents. Le BGT par le courant, le FET par la tension, avec une super impédance d'entrée. La polarisation d'essai est vitale pour l'amplification. Chaque famille a ses configurations de base pour différents usages, et il faut toujours penser aux limites, fréquence et chaleur. C'est une excellente récapitulation. On a couvert les points essentiels du cours, je pense. Et pour terminer, comme d'habitude, une petite pensée pour ouvrir la discussion. Oui, le cours mentionne brièvement l'évolution. On parle maintenant de transistors spécifiques pour les très hautes fréquences, faits en nitrure de gallium GaN, ou encore de transistors conçus pour une consommation d'énergie ultra faible, crucial pour les objets connectés. Et même des choses plus exotiques. Oui, l'informatique neuromorphique qui essaie de mimer le fonctionnement des neurones avec des composants électroniques, y compris les sortes de transistors. Ça montre que même si on va vers des applications incroyablement sophistiquées, la maîtrise de ses fondamentaux, de ce qu'est un transistor, comment il fonctionne, comment on le polarise, ça reste la clé absolue pour innover. La base reste la base, même pour construire le futur. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sam. Merci à toi. C'était passionnant d'en discuter.